sortir du monde du silence, aller à la rencontre de la population. Comme chaque année à pareille époque, les sourds ont donc cherché à se faire entendre à leur manière, c'est-à-dire avec les mains, des mains qui pour l'occasion se sont symboliquement gantées de blanc. En fait, je pense que le premier objectif, c'est de montrer que nous sommes là, vraiment. C'est une manifestation de sourds et que les sourds existent. C'est un handicap invisible, mais on ne voit pas que nous sommes sourds, mais ça pose beaucoup de problèmes de communication et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le premier objectif que l'on poursuit. Nous sommes considérés en tant que personnes handicapées. Nous ne sommes pas des personnes handicapées. Notre seul handicap, c'est la communication et nous espérons dans l'avenir que la langue des signes soit reconnue. Reconnaître officiellement la langue des signes, pouvoir trouver des interprètes, notamment dans les administrations et les hôpitaux. Petit à petit, l'idée fait son chemin. Depuis 1995, la région wallonne subventionne en effet le service d'interprétation des sourds de Wallonie. De même, elle vient de financer la parution d'un dictionnaire des signes sous forme de CD-ROM. Le CD-ROM, communiquer avec les malentendants, ce n'est pas forcément si compliqué. Alors, Maggie Goffin, c'est vrai? Ça veut dire je t'aime, ça? Non? Ah, Emmanuel. Je regarde, oui. Ah, c'est comment? 3? 3. Attends, regardez, voici les signes. Toujours là, je sais rien. Voilà. C'est comme ça, hein? Oui, voilà. Faites-le un peu, les garçons, là. Faites-le. Allez, faites-le. Brédal, quand il a... Quand il a dit bonsoir... Bonsoir. Oui, c'est elle. Ouais. Oui. Ça veut dire I love you. Oui. C'est voilà, c'est le signe pour symboliser I love you. En France, je ne sais pas comment on dit en Belgique, mais en France, on dit je t'aime comme ça. Je t'aime comme ça. Voilà. D'accord, c'est joli. Oui. Alors, Emmanuel Laborie et Maggie Goffin, vous allez nous faire rentrer un petit peu au pays des sourds. Vous avez bien entendu deux parcours différents. Vous, Emmanuel, vous êtes sourde-muette. Et vous, Maggie Goffin, vous êtes la maman d'Anne-Catherine. Et à 15 mois, vous êtes fermière, vous êtes dans la région de... Moi? Oui, vous êtes de la région. Tout près de Warem, j'habite un tout petit village qui s'appelle Viemme. Vienne? Viemme. Vienne, ah, d'accord, j'avais compris bien. Oui, Et à 15 mois, vous vous rendez compte qu'Anne-Catherine, votre fille, est différente. Alors, comment vous réagissez? Est-ce que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête à ce moment-là? Et comment, aussi, deuxième question, comment vous êtes rendu compte qu'elle était sourde? Oui, le ciel tombe sur la tête, on se trouve comme dans un puits. J'avais jamais vu un sourd dans ma vie que ma propre fille. C'était la première fois, je ne savais même pas ce que c'était, surdité. Bon, ne pas entendre, puis c'était tout, comme beaucoup de monde. Oui, ça a été très dur. Et comment je m'en suis aperçue, c'est parce qu'elle n'a pas répondu à mon appel, une fois, en frappant à la fenêtre. Et de suite, ça a été comme un éclair. Je me suis rendu compte qu'elle était sourde. Quand j'ai téléphoné sur la minute au pédiatre, qui ne l'avait jamais constaté, m'avait répondu ceci, parce qu'auparavant j'avais perdu un fils. Mais vous êtes toujours sur l'emprise de la mort de votre fils. C'est pas possible. Et je lui ai crié que c'était vrai. Vous lui avez crié que c'était vrai? Oui. Voilà. Alors vous passez de cet état de désespérance au départ pour arriver à l'état de combat. Alors comment on combat à ce moment-là, quand on est fermière, quand on n'est pas renseigné, quand on n'a pas de solution, qu'on ne sait pas exactement ce qu'est ce handicap, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas seulement parce qu'on est fermière, nous sommes tous dans la même galère. Ouais. L'ami où nous sommes devenus sœurs de route, c'était l'enseignement là. D'autres qui sont psychologues, d'autres qui ont comme Yvette Zegers qui a fait la préface, et docteur en thérapie. Nous sommes tous dans la même galère, fermière ou pas, intellectuelle ou manuelle ou technique. Et nous sommes tous dans la souffrance quand nous apercevons, parce que c'est un autre monde qui n'est pas notre monde. Et comment faire? On n'a pas peur d'être montré du doigt? Ah non, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur parce que c'est moi qui ai obligé Anne-Catherine à apprendre sa propre langue. Parce qu'à cette époque, c'était interdit. Elle avait 9 ans seulement que je suis allée vers les sourds pour un peu savoir ce qu'il fallait faire, parce que nous n'avions pas de langue, simplement montrer, essayer de faire des gestes, croire en cette lecture labiale qu'on nous inculquait et que, disons... Lire sur les lèvres, oui. Oui, mais pratiquement, il y a très peu de sourds complets qui savent lire sur les lèvres. C'est toujours le mot quand Anne-Catherine se trouve dans une partie... Oui. Vas-y, Manuel, tu peux interrompre. Tu dis. Oui. Moi, je pense que ce qui est important, je voudrais ajouter une information. Oui. Vas-y. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que les premières personnes qui informent les parents, c'est les médecins. C'est les médecins ORL. Et c'est l'audiogramme qui donne aux parents le résultat sur la surdité.
Il n'y a pas d'autres personnes qui donnent l'information aux parents. Moi, j'ai écrit ça aussi dans mon livre, Le cri de la mouette. J'ai expliqué la situation. La situation des parents, c'est ça. Quand mes parents, moi, ont découvert que j'étais sourde, les médecins ont conseillé à mes parents de me faire apprendre la lecture labiale. Parce qu'ils ont dit aussi à mes parents, il faut qu'elle évite de rencontrer les adultes sourds, parce que si elle les rencontre, elle sera limitée dans son avenir. Et il ne faut pas non plus qu'elle apprenne la langue des signes, parce que c'est limité. Donc il ne faut pas oublier non plus que la langue des signes, elle a été interdite pendant un siècle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, elle est la 3e langue officielle, Emmanuelle. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas une langue reconnue. Il n'y a aucune loi qui reconnaisse cette langue. Mais bon, elle est reconnue par l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il y a une possibilité aux parents de choisir l'éducation oraliste pure ou l'éducation bilingue, c'est-à-dire langue des signes et langue française pour leur enfant. Donc, mais ça, c'est depuis 1991 qu'il y a cette loi. C'est la loi Fabius. Mais avant, il n'y avait rien, aucune loi. Aux États-Unis, c'est reconnu quand même, non? Aux États-Unis, elle est reconnue. Oui, 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 aux États-Unis, oui. Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ils sont en avance et nous, on a un retard considérable. Carole, ils sont en avance aux États-Unis. Hein. Oui, oui, parce que je suis assez étonnée de savoir, c'est pas une langue officielle. Parce que depuis j'étais petite, il y avait des écoles, il y avait des gens, ils n'étaient pas exclus. Et la façon, madame, elle parle, c'était comme elle et son enfant étaient exclus. Et c'est quand même incroyable. Ben ça me choque un peu. Ah, Maggie Goffin, revenons à vous. Donc là, on vous conseille, en fait, ce que vient de dire Emmanuel aussi, on vous conseille la lecture labiale. Et puis, c'est pas possible. Et là, c'est pas possible. Là, vous vous rendez compte que c'est une ineptie totale. Oui, complète. Alors, vous apprenez la langue des signes? Comment oui, ça je suis allée au foyer des sourds à Liège, puisque j'habite tout près de Liège. Et de là, Liège, ils ont formé les premiers cours de langue des signes. Et nous étions les 2 premiers parents à cette époque, en 79, je crois, pour apprendre la langue des signes. Mais sans dictionnaire, nous devions écrire comment la main se mettait le doigt et tout. C'était pas très facile. Mais je dois dire que les sourds là-bas à Liège nous ont tellement bien pris que les cours avaient beaucoup d'humour. Alors, c'était un plaisir quand même de l'apprendre. Mais il faut dire qu'à cette époque, c'était des dialectes et pas vraiment une langue officielle et qui n'est pas du tout officialisée ici en Belgique. Et nous n'avons pas encore des écoles bilingues, comme dit Emmanuel. Je sais qu'en France, c'est à Toulouse, je crois qu'il y a une école bilingue. Oui, mais il y en a plusieurs. Mais nous n'avons encore rien. Il y a une école à Paris qui s'appelle le CELEM pour des petits-enfants. Il y a le CEBES aussi. Mais le plus difficile, c'est quand on aborde le cycle secondaire, c'est-à-dire le collège, le lycée, la 6e jusqu'au bac. Là, c'est compliqué. C'est vrai que l'école de Toulouse se bat, mais on ne fait pas confiance aux personnes qui sont dans ces projets. On ne fait pas confiance aux professeurs sourds. Alors, donc voilà, il y a des professeurs entendants qui connaissent la langue des signes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est un vrai combat et c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'en France, on ne reconnaît qu'une langue, c'est la langue orale. On n'aime pas ni la langue des signes, ni les dialectes régionaux. Donc c'est vraiment un problème politique à la base. Et il faut vraiment que les sourds soient autonomes par rapport à ça et on ne leur fait pas confiance. Je reviens encore sur vous, Maggie. Sur vous. Oui, Isabelle, vas-y, s'il te plaît. Est-ce que si, par exemple, moi, je décide demain d'apprendre la langue des sourds, est-ce qu'il y a une facilité, est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, ici en Belgique, il y a des cours qui se donnent dans les grandes villes. C'est compliqué ou pas? Bon, ça dépend de la personne. Plus on est jeune, moins c'est compliqué, plus on apprend. Alors, il y en a qui apprennent facilement, comme d'autres personnes apprennent facilement d'autres langues. Et vous, ça a été facile pour vous, Mme Goffin? J'étais plutôt obligée, parce que mon enfant était sourd. Et quand je l'ai appris avec les sourds adultes, Anne-Catherine, qui était toujours dans cet oralisme pur au point de vue scolaire, où elle ne comprenait rien du tout dans ses cours, était gênée. C'est moi qui lui ai dit en pleine rue, maintenant, non, nos mains vont danser. Nos mains vont danser, c'est joli ça. Alors, on inventait, comme la maman d'Emmanuel, quand j'ai lu le livre, c'était la même chose. On inventait nos mots, puisqu'il n'y avait pas de mots en langue des signes. On inventait un code pour discuter. Oui, ça. toujours, toujours. Est-ce que votre mari s'y est mis aussi? Non,
très difficilement et lui, ça passait pas très bien. Vous racontez aussi le cheminement de votre mari dans le livre. Oui. Alors, vous racontez ce livre qui est fait d'une façon très humaine, ce livre. C'est un livre que vous envoyez en fait à une amie. Oui, et vous lui racontez. Vous lui racontez ce que vous avez vécu. C'est ça. Avec de l'espoir. Hein. Avec beaucoup d'espoir. Alors, j'ouvre un peu le débat maintenant, et puis tout le monde peut intervenir, comme ça on se connaît mieux, on sait exactement de quoi l'on parle. Je sais pas, alors tu as demandé, vas-y. Je voulais dire quelque chose qui m'a sidéré. Piccoli, oui. Moi, je suis papa, il y a pas mal de papa et maman là, d'une petite fille de 3 mois et demi, c'est d'avoir entendu qu'un enfant puisse passer à travers pendant 15 mois. C'est quelque chose qui me sidère. Enfin, je voudrais savoir si c'est encore possible. Parce que moi, je suis comme tous les parents, inquiet. On est tous inquiets de l'handicap quand l'enfant naît. Et là, j'entends un chiffre, 15 mois, qui m'effare, moi, qui me sidère. Est-ce que c'est encore possible qu'un enfant puisse rester 15 mois sans qu'on s'aperçoive? Emmanuel, Maggie. Et maintenant, on fait des tests. Oui, il y a... ça dépend des parents. Par exemple, mes parents ont découvert que j'étais sourde, j'avais 9 mois. Oui. Mais ça dépend... Parce qu'il y a des parents qui tout de suite voient les choses et des parents qui refusent de les voir aussi. Des parents qui se disent non, mon enfant est normal, il ne se passe rien, tout va bien. Ils ont un idéal dans la tête et puis quand l'enfant naît, même s'ils remarquent que quelque chose ne va pas, ils n'arrivent pas à casser cette image idéale et puis à en créer une nouvelle. Donc ils n'ont pas envie. Il faut pas avoir cette attitude-là. Oui. Un enfant, on l'aime pour ce qu'il est, il faut l'accepter tel qu'il est. Il ne faut pas essayer non plus de le changer. Il ne faut pas se dire, bon, il est sourd, il lui manque quelque chose, c'est lui donner une image négative. Guido. Bon, par exemple, vous qui êtes noir, qui êtes de couleur, peut-être... Qui est noir Qui est noir Bah, lui. Ah, Dieu donné, oui. Et puis elle aussi. Ah, puis Carole aussi. Alors, vous qui êtes noir... Bah, vous pouvez pas vous repeindre en blanc, par exemple. Donc, vous n'avez pas envie non plus qu'on vous repeigne en blanc. Vous avez envie de rester noir, garder votre identité de noir. Vous avez une belle peau comme ça. Bah, nous, on est sourds, c'est pareil, on est fiers. Moi, je suis sourde, je suis fière d'être sourde. J'ai pas envie d'être entendante, j'ai pas envie de montrer une image de personne malheureuse. Moi, je suis fière d'être comme ça, et je suis bien comme ça, et je crois que c'est important de le dire. Ça me réconforte beaucoup. Non, ça me réconforte beaucoup de savoir qu'elle a dit noir, mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais un grand débeauté et je remercie. Pas juste toi, moi aussi. Hein. Guido, et puis après Marc Passuger. Guido Fontaine. Oui, je voudrais faire une remarque, mais je ne veux certainement pas paraître cynique, mais j'ai parfois l'impression que ce royaume du silence doit être bien beau et joli. Je ne sais pas. On n'en a pas l'expérience, mais vous échappez quand même à beaucoup de bruit et beaucoup de brol. Alors, sous forme de questions, je ne parle pas de débat, bien sûr, comme celui-ci, mais est-ce qu'il y a des avantages Quel est votre univers? Est-ce qu'il y a des avantages à être sourd? Voilà. Oui. Allez-y, Maggie. Je vais vous donner une anecdote. Le premier appartement que ma fille a pris à Bruxelles, elle avait 18 ans à cette époque aussi, c'était quand même mieux qu'une chambre garnie ou un petit home pour sourds. Il y avait le train qui passait derrière. Et il y avait une dame d'un certain âge, je lui dis « On a le bruit du train. » « Oh, pas de problème, pas de problème. Je suis sourde, j'ai beaucoup de chance. » Parlez-nous de cet univers. Est-ce que ça vous manque des fois, oui ou pas? Parce que comme il disait, il y a beaucoup de brol, il y a beaucoup de choses difficiles à entendre, et tout compte fait, vous êtes un peu à l'abri. Traduction, s'il vous plaît. Ce qui est agréable, par exemple, le matin, je ne suis jamais gênée par le bruit, par exemple. Je ne suis pas réveillée par des bruits. Donc je peux dormir aussi longtemps que je veux, mais des avantages, il y en a plein. Par exemple, dites-nous. Par exemple, quand on rentre dans les restaurants et qu'il y a un brouhaha, on a du mal à s'entendre, c'est difficile pour vous de communiquer. Nous, on parle en signe, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de crier, de parler plus fort pour se comprendre. Tout va bien, on est à l'aise. Alors, il y a d'autres choses, qui manquent un peu, peut-être. C'est l'autonomie sociale. Par exemple, le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment le truc le plus pénible.
Il faudrait, par exemple, le Minitel, nous on a le Minitel, il faudrait qu'il y ait ça dans toutes les administrations. Bon, le fax, c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, mais des fois, on a envie de communiquer directement avec les gens, donc on est obligé d'informer les interlocuteurs qu'il y a le Minitel et qu'on peut communiquer avec le Minitel. Donc, j'espère que plus tard, avec le progrès technique, avec Internet, ça va nous aider, ça va aider les sourds. Mais il faut nous donner la possibilité d'être autonome quand on est sourd, parce que ça c'est possible et il faut que la société fasse un effort d'ouverture. Est-ce que vous avez déjà pensé si par bonheur, par coup de baguette magique, on pouvait vous rendre la parole et l'ouïe, comment vous réagiriez? Ça vous ferait peur? J'ai pas envie, honnêtement j'ai pas envie. Moi je me sens bien dans ma peau. J'ai pas envie de changer. Je m'appelle Emmanuel. Si je devenais entendante, je m'appellerais plus Emmanuel. Ça serait fini, quoi. Je m'appellerais plus Emmanuel. Et pour moi, c'est pas le rêve, hein, c'est pas de ça dont je rêve. Moi, je rêve de vivre comme tout le monde, de vivre ensemble avec des gens différents, d'être accepté comme je suis. Formidable. Et j'ai envie d'échanges, mais bon, alors, si j'entendais, peut-être que je serais extrêmement déçue, parce que moi j'imagine aussi les choses. J'imagine, par exemple, la voix de ma mère dans ma famille, c'est des choses que j'ai imaginées. Je pense que moi c'est une image très jolie que j'en ai. Si ça se trouve, si je les entendais, je serais extrêmement déçue, je sais pas. Marc? Alors je préfère garder tout ça dans mon imagination. Elle est bavarde quand même, Emmanuel. Marc? Non, je voulais revenir au livre de Madame Goffin, parce qu'on a un peu parlé avant l'émission, et c'est vraiment un témoignage formidable, et cette dame est tout à fait à une foi extraordinaire. Je lui disais tout à l'heure, mais enfin c'est fabuleux l'enthousiasme qui vous habite, et elle m'a dit une très belle phrase, elle m'a dit « j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi dans mon enfant ». Ça, c'est fabuleux. Alors Bérénice, comment réagissent les jeunes futurs comédiens, futurs artistes autour de vous? Il y a énormément de questions. Qu'est-ce pour vous la musique? Est-ce que vous la mettez en image aussi? Question simple, oui, mais il faut... C'est une bonne question. Parce que moi, j'adore la musique, c'est vrai, hein. Mais... il y a plusieurs chemins pour découvrir la musique. Bon, mon père adore la musique. Il m'a souvent emmené à des concerts de jazz. C'est très visuel, parce que quand on voit les cuivres, par exemple, ces joues gonflées, là, il y a des choses très visuelles qu'on peut capter. Et puis, j'ai été voir des spectacles de danse classique, du rock, du modern jazz. J'ai essayé, moi, de faire de la danse, toutes ces danses-là. Et j'ai découvert la musique africaine, le tam-tam. Et pour moi, c'est une musique qui vient de la terre. C'est une musique du corps. C'est sensuel. C'est vraiment les sonorités. Moi, j'adore ça. Et ça, j'ai vraiment trouvé mon truc, là. C'est vrai. C'est marrant, c'est chouette ce que tu racontes. Écoutez, je suis épatée, là. C'est merveilleux. Parce que c'est vrai, souvent, les gens me disent, aux États-Unis, il fait des soirées pour les gens... on dit malentendants, c'est ça? Oui. Et là, ils disent avec le batterie qui fait boum, boum, boum. Ils sont dans le cœur et ils dansent en rythme, mais complètement en rythme. Et c'est magnifique. On voit les gens déchaînés et là, ils n'entendent rien, mais ils sentent. Et ça, c'est beau aussi. Ouais. En fait, ce sont les vibrations, oui. Les vibrations. Ah, les chanteurs, c'est vrai. Hein. Très fort. Ça se vit de l'intérieur, la musique, pratiquement. Hein. Une chose que je voulais dire qui est importante, c'est que lorsqu'on voit Emmanuel en fait parler, vous vous rendez compte que personne ne parle parce qu'on se sent complètement pauvre, on n'arrive pas à communiquer avec elle et en même temps on est complètement happé, on a envie de l'écouter, de l'entendre, de voir ses mains parler et au contraire, moi je dirais plutôt que je me sens pas du tout Non, moi je me sens pauvre de ne pas connaître le langage des signes, je me sens pauvre par rapport au fait que j'ai envie d'utiliser mes mains et de communiquer et de dire tout. Tu peux utiliser tes mains. Oui, je peux utiliser mes mains, ça c'est possible encore. Bruno, comment tu réagis? Dites-moi un peu les garçons, parce que... Moi j'aimerais bien qu'on nous montre parfois on la voit, ça qui traduit, parce que leur regard c'est insensé. Ouais, simplement les regards entre deux, ça dit beaucoup de choses. Anne-Catherine, notre fille, a maintenant 20 ans. Non, 28, elle aura 28 ans cette année. 28 ans. Elle ne les paraît pas, mais alors, elle a 28 ans, et puis elle est styliste. Oui. Elle a fait cette école Saint-Luc, elle y est arrivée. Oui, c'est une belle victoire pour vous, ça, non? Je ne vais pas dire victoire, parce que chaque jour, c'est un combat, même pour nous. Et je vais dire que quand on ne se bat plus, on est dans l'antichambre de la mort.
On a parlé musique, Maggie Goffin, Emmanuel Laborie, on a des artistes sur le plateau. Et puis il y a quelqu'un qui vient de sortir une chanson qui est numéro 1 au hit parade, c'est Florent Pagny. Il a chanté Savoir aimer, il chante Savoir aimer, une superbe chanson. Et il a enregistré le clip avec le langage des signes. Apprendre à rêver. Est-ce que c'est bien? Alors, ce matin, en lisant Le Parisien, le journal français Le Parisien, je vois ce papier, là, les sourds ne comprennent pas Florent Pagny. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est du vrai langage ou... Vous avez compris ce que Ce sont des signes de la langue des signes, c'est du vocabulaire de la langue des signes. Mais je trouve cet article un petit peu dur parce que il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce clip, moi je le sais. Et le plus important dans ce clip, c'est la création, l'art. C'est pas de montrer. Le but, c'est pas de montrer la langue des signes comme nous on l'utilise au quotidien. Il y a eu un choix de signes qui a été fait, une adaptation avec le rythme. Alors peut-être que les sourds n'ont pas l'habitude de voir des chansons traduites non plus. C'est vrai qu'il y a le rythme, il y a la musique, mais il y a aussi les paroles dans une chanson. Mais ça s'est jamais traduit, c'est rare que ce soit traduit. Donc c'est peut-être ça qui les a déroutés, c'est un langage différent. Dans la chanson Emmanuel, il y a le savoir rester. Il paraît, dit le journaliste en tout cas, et les journalistes disent toujours vrai, vous le savez bien, il paraît que c'est pas savoir rester qui est dit là, c'est savoir partir. Donc ça changerait totalement le sens de la chanson alors. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Non? Bon, non. Non, mais ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un mode d'expression. Quand on entend Emmanuel, enfin, quand on entend Emmanuel parler, j'allais dire, et qu'on voit Florent Pagny, on voit deux styles, deux façons de parler différentes. C'est génial qu'il ait fait ça. Bien sûr. Oui, c'est l'intention, je trouve, qui est importante. Parce que là, c'est un pas formidable. C'est évident que quand on regarde la petite qui est là-bas, là, bon, elle est fascinante depuis tout à l'heure, parce qu'elle est pleine d'expression, elle est dans son sujet. D'ailleurs, je l'adore. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Parce qu'on communique, à la limite, je sens la chaleur de la petite ici à côté de moi. Et je vois tout ce qu'elle dit. Là, il y a une âme, il y a une chaleur. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai qu'on a envie d'apprendre, on a envie de communiquer de la même façon. C'est la danse des mots. Bien sûr, vous posez question. Est-ce qu'on peut faire des fautes d'orthographe? Moi, je suis un ancien cancre. Et je me demande, est-ce qu'on fait des fautes d'orthographe ou de syntaxe avec les gestes? Bah, bien sûr, on peut se tromper. Il y a des maladresses aussi dans les configurations des signes, des manques de précision, bien sûr. Les entendants, souvent, ils ont du mal à nous imiter en miroir. Alors, par exemple, pour faire le signe manger, ils font le bec de canard, parce que ils voient les choses à l'envers, comme s'ils voyaient ça dans un miroir. Ils se trompent, quoi. Il y a des erreurs possibles. Emmanuel, une petite question, et peut-être vous, Maggie, vous avez la réponse aussi. Est-ce que c'est héréditaire? Il y en a. J'ai un ami sourd qui s'appelle Philippe Galland, en France, et il est d'une famille de sourds depuis des générations. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa grand-mère, ils sont tous sourds depuis plusieurs générations. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, moi ça m'épate. Ils devaient bien s'entendre dans la famille. Oui, ils sont plus heureux. Oh, alors là, ça c'est une autre histoire que je ne vous raconterai pas. Vous, dans votre famille, il y avait eu des sourds ou pas, Mme Goffin? Non, oui, c'est vrai, comme Emmanuel dit, je connais aussi des familles de sourds où c'est cousins, cousines, oncles, tantes, parents et tout ça, tout le monde est sourd. Et c'est vrai, je suis déjà allée à un mariage de sourds où je ne comprends pas du tout, puisque tout le monde, c'est la danse des mains, la danse du visage, l'expression, le tout. C'est par là qu'on parvient à saisir. Je vais conclure avec vous, Maggie Goffin. Qu'est-ce que vous a amené votre fille? Est-ce que vous seriez la même si votre fille n'avait pas été... n'avait pas eu ce handicap? Beaucoup de richesse. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai su peut-être avoir eu un autre regard. Mais je vais vous dire, quand j'ai appris qu'Anne-Catherine était sourde, oui, on tombe dans un puits, mais ma phrase était toujours « elle vit ». Je venais d'enterrer un fils. Alors, je suis contente, moi, de ne pas l'avoir appris plus tôt. Parce que si je l'avais appris plus tôt, c'était un enterrement avant. Et là, c'est dur de perdre un enfant. C'est très dur. Et avoir un enfant sourd, j'ai fait de suite la différence. Elle vit. Et ça, je criais toujours, elle vit.
Vous avez un bon contact encore maintenant avec elle? Oui. Je dirais bien qu'il y a des mères avec des enfants entendants qui n'ont pas le contact. Et pourtant, on habite très loin, on se voit parfois une fois au bout de 3 semaines ou une fois quand elle est revenue la semaine dernière, c'était la Saint-Nicolas. Mais malgré tout, comme Emmanuel dit, le Minitel, on préfère parce qu'il y a la communication que le fax et machine, et puis voilà. Et vous, Emmanuel, est-ce que ça a été dur le jour où vous avez dû quitter votre environnement familial? Est-ce que ça a été dur? Je vais faire le lien avec la rupture, mais c'est vrai. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Moi, je pense que c'est... Je crois que c'est pas une question... C'est pas le fait d'être sourd ou pas sourd qui est important dans cette histoire. Je crois que ça peut être dur pour tout le monde. Hein, le moment de la rupture, de la séparation avec les parents, ça peut être dur pour tout le monde. C'est un moment où on veut avoir son autonomie et je pense que c'est pas le problème de la surdité. C'est vraiment le problème de vouloir avoir son autonomie. Bon, par exemple, c'est toujours aussi un problème de société. Ce soir, c'est un bon exemple. Vous avez décidé de faire que votre émission serait traduite pour qu'elle soit accessible à tout le monde, mais le reste du temps, qu'est-ce qui est fait ? Alors, en France, je crois qu'il y a une obligation de sous-titrage ou d'accès à l'information pour les sourds qui est de 10%. Alors, il y a très très peu de traduction. Il y a une émission hebdomadaire pour les sourds. Bon, alors 10%, c'est bien, mais les 90% qui restent, comment on fait, nous, pour les capter ? Parce que je crois que qui a donné l'ordre que les sourds n'auraient pas le droit à l'information, par exemple ? Qui a dit ça ? C'est quand même incroyable. On a le droit d'avoir accès à la culture, on a le droit d'avoir accès au théâtre, on a le droit de voir les films français sous-titrés, et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Alors le combat, il est plutôt là, quoi. Dernière question. Il faudrait que ce soit automatique. Enfin, normalement, ça devrait être automatique. Ça devrait. On va y arriver. On va y arriver. Alors là, moi j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais bon. Emmanuel, ma dernière question. Vous ne parlez pas du tout. Vous émettez des... Est-ce que vous pouvez faire des mots ? Oui, ben oui. Je peux parler, je peux utiliser ma voix. Mais si j'aime pas qu'on ait un jugement sur moi. Moi, c'est quelque chose que je réserve pour ma vie privée. Dans ma vie privée, dans l'intimité, j'utilise ma voix. Si je sens aussi que je suis en face à une personne qui est entendante et qui essaie de faire des efforts de communiquer avec ses mains avec moi, je fais l'effort aussi d'utiliser ma voix. Mais je vois pas pourquoi j'essaierais de faire l'effort de parler, parce qu'avec la langue des signes, je peux dire tout ce que je veux. Je peux parler de philosophie, je peux parler de tous les thèmes que vous voulez. Et je sais ce que je dis, et c'est une langue que je maîtrise complètement. Par contre, quand je parle, j'ai aucun contrôle sur ma voix, je sais pas ce que j'émets, j'entends rien de ce que je dis, je sais pas si vous me comprenez, si vous me comprenez pas, donc pour moi, c'est bien plus difficile. Alors bon, ma voix, je l'utilise, mais c'est vraiment intime, quoi. C'est dans l'intimité. Purée, aujourd'hui, vous nous avez donné une belle leçon, en tout cas. Bravo, on vous applaudit, on se retrouve dans quelques instants.